Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on vous souhaite encore une fois une bonne année 2025, mais peut-être que c'est que la première fois qu'on vous le souhaite si vous n'avez pas écouté les 2 précédents épisodes de notre mini-série bilan 2024. Ah, putain, un omnibus. Ça y est, le format est revenu, Arnaud. Non, parce qu'il faudra un intervenant différent à chaque fois, mais c'est vrai que c'est vrai. Je peux faire un accent si tu veux, pour simuler le... Non, et pas. Alors Arnaud, Dido, qu'est-ce qui sort au cinéma là cette année? Ma che... je te demande. Il y a beaucoup de films qui sortent cette année. Voilà, donc là nous avons Arnello Tomasini. Arnaldo Tomasini. Et moi c'est Lolo, c'est le copain Lolo, tu vois, tout le monde l'aime mieux au village. C'est le bon terrible, copain. c'est la pire. Voilà, on est. Est-ce qu'on refait l'intro, Arnaud? C'est la première semaine, non, on va l'assumer, mais c'est la première semaine de janvier 2025 et on a déjà n'importe quoi dans nos intros. Ça fait déjà on bien pas 2h30 d'enregistrement. Tenu notre promesse de ne pas faire d'accent en 2025. Ah, moi j'ai jamais promis ça. C'est vrai que moi non plus. J'ai jamais promis ça. Non, c'est vrai que moi non plus. En plus, je sais et je ne pourrais pas m'y tenir. Ils seront plus nombreux que jamais. Donc, c'est le 3e épisode de notre grande émission sur le bilan et les attentes de 2025. Après vous avoir fait le bilan donc et les attentes du côté des comics, on vous fait une petite émission un peu plus courte, je pense, que les deux autres, sur ce qui nous attend du côté des écrans avec, on le disait, une année 2024 qui est assez particulière parce qu'au final, l'animation n'a pas tenu forcément toutes ses promesses. Mais par contre, du côté du live action, au cinéma, on savait qu'il y avait très peu de films, clairement. Parce qu'en fait, Marvel Studios n'avait qu'un seul film, DC n'en avait qu'un seul également, et il y avait seulement le soldat Sony Pictures qui allait la baïonnette au bout du fusil en disant j'y vais, je m'en fous. Se faire massacrer en Normandie. Je m'en fous, voilà, pour même pas se faire massacrer. En fait, ils ont sorti de la tranchée, ils sont tombés directement parce que ils savaient pas attacher leur lacet, quoi. C'est un peu ce niveau d'amateurisme, hein. Clairement. Mais donc voilà, donc c'était pas une grande année. Est-ce que 2025 ça va l'être plus ou moins tout autant? On va y revenir après, mais clairement il y a un point de mire hyper important pour 2025, c'est le mois de juillet. Clairement, ça va être très 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 important du côté des adaptations. On va y revenir juste après, mais d'abord un peu du côté du petit écran aussi. Il y a quand même pas mal de choses. Et alors quelque chose de très général pour Marvel Studios, tant du côté du cinéma, parce qu'ils vont revenir en force, mais aussi du côté des petits écrans, c'est qu'ils vont être très très présents. Le canal se débouche. On a 6 séries, je crois, c'est 3 en animation et 3 en live action, sur Disney+. Alors qu'on a, d'ailleurs, on vient de terminer l'année avec What If saison 3, puis on va démarrer donc avec Friendly Neighborhood Spider-Man fin janvier. Ensuite, on aura Daredevil Born Again de mémoire. Puis on va dérouler, alors il y aura le Marvel Zombies et Eyes of Wakanda, qui seront quelque part voilà, ce sera des petites séries, pour Eyes of Wakanda et Marvel Zombies, ce sera pas aussi long. Mais après, on a aussi, voilà, comme tu disais, Ironheart et Wonder Man. Donc ça fait beaucoup du côté de Marvel Studios. Est-ce qu'on va tout de suite est-ce qu'on va être dans l'indigestion ou pas, sachant, ou plutôt ma question piquante, si j'ose dire, est-ce que à part Daredevil Born Again, il y a quelque chose qui t'intéresse, Corentin? Je suis curieux de Wonder Man parce que j'aime beaucoup Yahya Abdul-Mateen 2. D'ailleurs, il faudrait qu'on arrête aussi un peu de dire 2 parce qu'on n'est pas des Américains et qu'on peut juste dire le prénom de quelqu'un sans mettre un suffixe derrière, ce qui n'existe pas en dehors des États-Unis. Ouais, mais il faut les distinguer parce que moi, je sais pas, toi, tu veux dire par rapport au premier Yahya Abdul-Mateen? C'est ça, on parle tellement souvent de lui aussi quand même, donc voilà. C'est en plus rigolo parce que James Tynion IV, il y en a eu 3 avant, mais oui. Voilà, en fait, il faudrait dire James Tynion IV Junior. Parce que le premier c'était le normal, le 2 c'est le Junior. Non, c'est Junior du coup. Quelle horreur, pourquoi? Enfin, il y a tellement de prénoms qui pourraient filer à ton gamin. Triple Junior. Après, James Tynion IV, c'est stylé parce que c'est vraiment prénom de science-fiction, non science-fiction. Mais, d'ailleurs, est-ce que ce serait pas James Tynion the Force, plutôt, en plus? Mais en plus, on le fait pour J.H. Williams. Tu vois, on fait James the Third, tu sais, ou même lui, c'est James the Fourth sur les réseaux Tynion IV. Ça doit se dire comme ça. Mais bon. Ce très bon débat. Qui n'a rien à voir avec Disney+, d'ailleurs. Parce que Yahya, il était très bon dans Ambulance, excellent film de Michael Bay. Il était très bon dans la série Watchmen, où il jouait un Dr Manhattan tout à fait crédible. Alors, beaucoup moins quand il avait le costume bleu, parce que c'est compliqué à rendre en image réelle, sauf quand on est Zack Snyder et qu'on sait ce qu'on fait. Et je tiens à le dire, kudos, Zack Snyder. Ce Dr Manhattan était incroyable. Mais lui arrivait très bien à porter le rôle. Il a une vraie physicalité, il a un vrai talent. C'est un très bon acteur qui peut jouer du comique, de l'action, etc. avec ce qu'il faut justement pour Wonder Man, qui sera a priori une nouvelle série un peu métafiction pour explorer les coulisses de Hollywood. Et qui est sous label Marvel Spotlight. C'est ça. Alors ça va du coup poser un problème parce qu'on a déjà eu des séries qui évoquaient un peu les coulisses et le monde fermé d'Hollywood, comme The Boys par exemple, qui a fait déjà beaucoup de travail de sape pour attaquer la logique cynique et mercantile mercantile, ouais. de Hollywood.
On a eu The Franchise depuis aussi. On n'a pas reparlé d'ailleurs. Un sujet plus général. J'attends une critique de ma chère et tendre amie qui m'a promis que ça allait. Ah oui, c'est vrai. Oui, d'accord, très bien. Il faut que je la pousse un peu pour la terminer, mais on a déjà la charpente en tête. Si tu veux faire un podcast dessus, on peut d'ailleurs. Oui. Mais plus tard. Mais voilà, donc ce sera pas totalement inédit. Je pense que la série tombe un peu tard parce que c'est un projet qui ressemble un peu à un truc comme She-Hulk où on pourrait avoir un mix super-héros, comédie et dialogue méta. Le problème, c'est que She-Hulk a pas fonctionné comme ça aurait pu ou ça aurait dû, et que le projet, je pense, aurait sans doute été annulé s'il y avait pas en fait la relation de confiance qu'il y a entre Daniel Cretton et Kevin Feige, parce que Cretton c'est devenu un peu leur leur homme à tout faire. C'est pas très gentil, mais c'est un fidèle soldat qui justement s'est présenté quand il fallait sauver Avengers Doomsday et que voilà, en fait, il a besoin lui d'hommes responsables comme ça que tu peux appeler quand il y a des galères de prod. Donc comme c'est sa série à lui et un peu son caprice à lui, tu te dis, allez, on va la sauver. Et là, je me dis peut-être qu'il aura eu une liberté créative que peut-être tout le monde n'a pas. C'est vrai qu'on sort de Agatha All Along, on voit ils peuvent faire des séries de créateurs-créatrices, parce que même malgré tous ses défauts, Agatha All Along, c'est un produit qui ressemble à Jack Schaeffer, qui ressemble à WandaVision, et qui se distingue un peu des Secret Invasion, des Moon Knight, des Hawkeye, qui sont vraiment des séries de commandes par des gens qui mais vraiment avec le recul, mais vraiment de merde, quoi. Elles sont vraiment. Et c'est vrai que moi, je ne porte pas comme toi et tes camarades Agatha All Along forcément autant dans mon cœur que vous. Mais oui, par contre, 1000 fois, je regarde ça plutôt que Moon Knight ou Secret Invasion. Hein, disons que ça avait du style, ou mieux, ça avait un style. Ça a un caractère qui ne me pas forcément qui m'a pas forcément touché, mais en tout cas je lui reconnais d'avoir du caractère. Alors que Moon Knight, c'est juste ça n'a rien. Alors ce truc. Cretton, c'est vrai que si on prend Shang-Chi comme point de départ, c'est pas très ragoûtant, mais la série American Born Chinese était très sympathique et c'était d'ailleurs un soldat tombé au combat qui n'aurait pas dû à mon sens parce qu'il y avait un vrai potentiel. Mais c'est la crise chez Disney, on va probablement le répéter à plusieurs reprises dans ce podcast, mais ils pouvaient pas se permettre de faire un truc hors franchise comme ça. Donc on verra pour celle-ci. Ironheart, très honnêtement, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a un épisode de What If qui est consacré à Riri Williams. Après tu constates dans What If qu'ils ont voulu mettre un peu des épisodes pour tous les personnages apparus entre temps, tu vois, dans la phase 5. Même les Thunderbolts et Bucky étaient présents, et même Sam Wilson, je crois d'ailleurs. Est-ce que je dis une bêtise? Je sais plus. Non, pas Sam Wilson. Bref, il y avait aussi un côté où What If prépare un peu aussi 2025. Alors, par accident, je pense, parce que les temps de production sont tellement longs que... leurs plannings sont quand même assez bien rodés pour qu'ils puissent un peu jouer là-dessus, quoi. Mais donc, du coup, effectivement, le fait d'avoir revu Riri Williams dans cette série animée nous a un peu rappelé qu'elle avait existé pendant un film et jamais depuis. La marque Armure, probablement qu'elle avait du sens à être poussée quand on sortait de Endgame et que Tony Stark est mort en héros, et que ça, c'était cool à l'époque de se dire, c'est vrai que c'était un peu le Superman de l'univers Marvel Studios, premier héros, et qui conclut son film avec I Am Iron Man et qui meurt sur cette même réplique. Mais après, voilà, il s'est passé du temps. Ensuite, il y a eu la phase 4, il y a eu des tentatives qui n'ont pas pris. En plus, il revient maintenant en Doom pour casser vraiment ce bon souvenir. Ironheart, ça a plus vraiment beaucoup de sens à mon avis aujourd'hui, surtout sans la série Armor Wars, qui aurait probablement été la suite logique. Mais qui est devenu... Non, c'était pas le film qui est devenu une série ou le série qui est devenu un film. Ils ont tâtonné, quoi. En fait, là, toi, tu penses que ça ne se fera pas à Armor Wars? Hein. Ah oui, très clairement. À part War Machine, qui était un peu, mais vraiment un peu présent dans Falcon et Winter Soldier, ils ont plus de héros armure, en fait, actuellement. Et cette part-là, on l'a un peu tournée. Même Spider-Man n'a plus le costume. Ça aurait été rigolo, tu vois, à une époque de se dire... Peter Parker, c'est un peu le fils spirituel de Tony Stark. Mais là, on est dans une réalité où même ils pourront pas faire ce côté un peu parallèle avec Riri Williams, qui aurait été son héritière légitime au niveau cerveau et invention, puisque plus personne ne se souvient de qui est Peter Parker, de qui est Spider-Man, Peter Parker, dans le nouveau canon. Donc, c'est une série pour moi qui a un intérêt, c'est que comme personne n'en entend rien, si on est agréablement surpris, ça sera cool. Voilà. Mais ça reste un fait, personne n'en attend rien, et personne ne l'attend réellement. Ils la sortent parce qu'ils l'ont tournée. Il y aura pas de continuation de ça, c'est fini. Maintenant, voilà, les vrais gros dossiers. Bon, les Marvel Zombies, Rise of Wakanda, rien à foutre. Rise of Wakanda, non, pourquoi pas, c'est pour que la marque Black Panther existe le temps que... Sachant qu'il y a un Black Panther 3 aussi, donc il y aura peut-être d'ailleurs des éléments de lore qui seront disséminés dans cette série, qui serviront, peut-être, pour amorcer le Black Panther 3. Mais... Et on va voir, et il faut l'espérer. Après, c'est l'intérêt pareil, c'est que ça n'a pas l'air de se passer dans le présent, dans la continuité de T'Challa, etc. Ouais. Les designs ont l'air originaux. Marvel Zombies, par contre, là, je te dis clairement, j'en ai rien à foutre. Toi, tu la regarderas pas. Probablement que je ne la regarderai pas. À moins si tu me dis, je l'ai regardé, c'est incroyable et tout.
Et là, je te dirais, tu mens. Je pense tu que mens. ouais. Et du coup, je la regarderai pas quand même. Et après, si 100% des gens sur Internet disent, ouais, c'est hyper bien, ben, je la regarderai pas non plus. Parce que ce sera certainement un complot à l'échelle mondiale. Mais pas, oui, en plus, ouais. Ce sera Trump et Poutine qui sont mis d'accord pour me pourrir la vie. Mais en vrai, il y a un truc tout bête, c'est que moi, je connais les comics Marvel Zombies, qu'ils sont bien, et ce sera jamais ça dans la série animée, parce que les zombies ne parlent pas. Donc, ça n'a rien à voir avec les Marvel Zombies. Et donc, le vrai gros dossier, évidemment, c'est Daredevil, Born Again. Et voilà. Daredevil saison 4. Et là, vous ne voyez pas, mais il se met à sourire. Il a un sourire radieux d'un coup. On là, avait renoncé à l'espoir, et l'espoir a tapé à la porte et a dit, bébé, c'était Charlie Cox. Alors non, l'espoir, c'est pas Charlie Cox. L'espoir, c'est la grève de 2023. Mais oui, merci la grève de 2023. Merci aux grévistes. On le dit pas assez, ça, en général, surtout en France. Les grèves, ça marche. Donc, faites grève chez vous, et vous verrez. Et donc, du coup, ouais, une série reprise à zéro, avec un vrai showrunner, la première, et probablement celle qui, contrairement à Wonder Man et Ironheart, qui ont été pensés dans l'ancien modèle. Et même Agatha aussi. Mais tout à fait, bien sûr. Mais Agatha, il y avait le succès de WandaVision qui probablement lui a acheté un peu, et puis le budget est plus bas. Que là, quand même, à la fois, ils ont de l'espoir pour Daredevil, parce qu'ils comprennent qu'il y a un héritage qui est une vraie hype, ouais. Et que c'est le personnage préféré de beaucoup de gens, en fait. C'est même en comics, on l'a souvent dit avec Frédéric Sigrist et tout. C'est quand même un personnage qui a eu tellement de grands runs, de grands artistes. Mais qui n'a presque eu que ça, en fait. Mais oui, il fait un Miller, Bendis, Nocenti, Brubaker, même Zdarsky qui s'est révélé, et probablement pour son meilleur travail avec Sex Criminals. Sur ce projet-là, Charles Soule aussi, voilà. Le projet, il est ambitieux. Mark Waid, oui. Non, que beaucoup aiment aussi, quand même. Je sais, voilà. Mais Chris Samney, voilà. Par contre, on peut citer Chris Samney. Je t'aime bien, Mark Waid, y a pas de souci. Mais voilà, premier showrunner, le mec qui a fait la série Punisher, une des saisons de la série Punisher. On a ramené le label Marvel Television pour regagner un peu la confiance. Winterbaum, qui du coup produit ça sous supervision de Feige, donc lui, mais pas directement aux commandes. C'est quand même le mec qui, pareil, Winterbaum, il a laissé travailler les équipes de 97. Tu vois, c'est aussi des gages de confiance qu'on peut agglomérer. Le trailer, là, qui est tombé, voilà, enfin, c'est compliqué de dire que les frissons n'ont pas été au rendez-vous. Les poils se sont dressés, entre autres. Où il y a quelques soucis au niveau du design, à mon sens. Mais par contre, c'est D'Onofrio et Charlie Cox dans un Diners qui se parlent comme si rien ne s'était passé, que comme si les années n'avaient pas eu d'impact sur eux. Ils ont encore leur putain de diction, leur phrasé, leur charisme. Tout est là pour que ce soit le truc où on se dise, putain, en fait, depuis le début Marvel, tu en étais capable. Je n'y croyais pas. Et ben voilà. Et donc j'ai une putain de hâte. En plus, bon, il y a le nom Born Again, donc on se doute un peu de ce qui va se passer. Bah oui et non, parce que là, ça a l'air d'être plutôt du côté de Meyer Fisk que d'un vrai Born Again, tu vois, donc peut-être. Ou alors ça se conclut, là, c'est parce que c'est en 2 parties ou en 2 saisons, ou alors la conclusion de la saison 1, c'est l'amorce du vrai Born Again. Ils vont dire 2 parties parce que c'est des accords avec la DGA et la WGA pour que ce soit des mini-séries et pas des séries au long cours. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer en détail, mais grosso modo, ils ont intérêt, eux, à faire des mini-séries et à dire que c'est pas vraiment des saisons ensuite. Mais par contre, oui, ce sera une vraie série en 2 parties. Et il y aura aussi mon pote, le John, le Berntal, qui revient en Big Pun. Et ça, mon gars, mais rien que les scènes de tournage où ils sont tous les deux dans la ville, lui avec ses flingues, l'autre avec ses tonfas. Mais frère, mais j'ai 21 ans à nouveau, j'ai envie de te dire. C'était il y a longtemps. Donc franchement, même si c'est pourri, il suffit que Charlie Cox il me fasse 3 répliques avec son timbre de Matt Murdock, pardon, et je serai déjà ravi, et ce sera déjà meilleur que tout ce qu'a fait Marvel Studios jusqu'ici. Mais d'autant plus que ça fera 10 ans, quoi. Ça fait plus de 10 ans maintenant, d'ailleurs, depuis la création de la série, sa première diffusion sur Netflix, donc ouais, c'est quand même ouf, et parce que clairement, hein, si on retrace les podcasts, moi j'ai toujours cru que c'était fini, quoi, qu'il y aurait jamais. D'ailleurs, de toute façon, ça avait pris ce chemin, hein, d'ailleurs, même si on faisait revenir les acteurs, de ne pas assumer cette ancienne continuité. Et ben, finalement... Mais ils avaient été intelligents parce que D'Onofrio a continuellement milité pour que ça revienne. Cox, dès qu'on lui posait des questions d'interview, il y avait aucune vindicte sur le côté on s'est fait squeezer à cause d'une mésentente entre Marvel Studios et Marvel Television et Perlmutter, etc. Enfin, tu sais, ils ont jamais été dans le côté un peu merde, on m'a un peu volé mon destin, moi quand même, Charlie Cox, j'allais quelque part avec Daredevil, etc. Le personnage, il est toujours resté fort en comics. Quand il est réapparu dans No Way Home, et enfin, auparavant déjà, quand D'Onofrio réapparaît dans Hawkeye, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à regarder Hawkeye en espérant que ce soit la mort de Daredevil et tout. Quand Cox réapparaît dans Daredevil, oh putain. Voilà, 3 podcasts d'affilée. Allez, reprends tes esprits. Quand il réapparaît dans Spider-Man, je te dis pas que la scène est à crever de rire,
mais il y a quand même ce côté un peu tout le monde est content qu'il soit là, et en plus c'est le film qui fait 1,9 milliard. Il se salit pas en allant dans ce que je veux dire horrible, mais dans Deadpool et Wolverine, ils nous remettent pas le Daredevil de Ben Affleck pour casser un peu la dynamique. Donc là, tout le monde est un peu chaud, tout le monde est un peu motivé, et il y a en plus cette logique que Marvel a un peu perdu de préparer ça sur plusieurs projets. C'est que oui, il est dans Spider-Man, oui, Kingpin est dans Hawkeye, puis Kingpin revient dans Echo, puis post-générique de Echo, on te parle de meilleur fisc. Donc en fait, si tu veux, il y a le côté rebond que Marvel Studios fait de moins en moins. Je veux dire, aujourd'hui, les films sont plus annoncés vraiment avec des post-gènes ou avec des effets de rebond. Les suites sont annoncées comme ça, mais tu vois, récemment, je veux dire, c'est pas avec les post-génériques des dernières années, je sais même plus qu'est-ce qu'il y avait dans The Marvels, mais genre la scène post-générique de Ant-Man, bah du coup elle est l'une de devenue. The Marvel, c'était avec Monica Rambeau et oui, avec le fauve des X-Men. Ouais, ça va mettre des années avant d'être vraiment utilisé. Ça ne sera jamais utilisé. Non, Secret Wars, ils vont les foutre. Et tu vois, pareil, ils ont même pas fait la référence à Deadpool et Wolverine, alors que c'est l'univers dont vient Hugh Jackman. Celle de Ant-Man and the Wasp Quantumania, bah voilà, c'était l'assemblée des Kang. Oui, non, ça paraît là. Ça, ce sera la post-générique la moins utile de l'histoire de Marvel Studios. Ouais, mais il y en a eu d'autres, des posts génériques pas utiles, quoi. Et en vrai, c'est pas pour tirer sur l'ambulance ou même le cercueil, quoi. Mais bah quand même, on a quelque part un Morbius qui recrute le vautour pour s'occuper d'un Spider-Man qui n'est pas nommé, quoi. Tu vois, donc ils sont déjà morts. Stop, he's already dead. Il y a quelque part un couple Parker qui a un enfant, mais dont il ne sait pas comment il s'appelle. Arrête, je t'en prie. Donc tout ça pour dire. Daredevil Born Again, banger absolu. C'est ton je l'attends plus que non, plus que tout. J'attends pas plus que parce qu'il y a quand même 2 autres trucs que j'attends beaucoup, mais j'attends plus que à part 2 autres trucs tout le reste de l'année. D'accord. Alors, en face, du côté de Warner, petite année pour l'instant encore, puisque tout met du temps à venir et que en fait la prise de main de James Gunn sur DC Studios fait que pas mal de prise en main. Ouais, la prise en charge. La prise de main. La prise de main ou la prise en charge. C'est du karaté du coup. Ouais. Prise de main. Non, mais kata. Donc en fait, le fait que ce soit Gunn et Safran qui soient là, ça fait qu'il y a pas mal de projets qui ont disparu. Superman à lui s'est conclu notamment, c'était ça en fait. Voilà, tout l'univers CW de toute façon s'est achevé dorénavant. On a Harley Quinn saison 5 qui arrive très rapidement. Alors on enregistre ce podcast, c'est d'ici une dizaine de jours, même un peu plus quoi. 16 janvier, il me semble que ça arrive. Là-dessus, ça va être très cool, j'imagine. Il n'y a pas de raison. La saison 3 et 4 étaient toujours aussi cool. Là, il y a un changement de décor. On est à Metropolis. Ça permet sûrement de se rafraîchir, de changer un peu de pas mal de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et bien entendu, Peacemaker saison 2, qui sera au programme cette année, qui va faire forcément plaisir. Donc du côté, mais en fait, le même côté trash, en fait, qui fonctionne bien au final. Chez DC ces dernières années quoi et qu'on a beaucoup apprécié. Harley Quinn c'est pas James Gunn pour le coup. Harley Quinn c'est vraiment pas James Gunn du tout. Mais il a un caméo dans la série. Oui, certes, mais il s'en moque un peu de lui dans la quand il apparaît dans la saison 3, il se fout de ça. Oh, Mr. Gunn. Tu vois. Mais voilà, mais donc vraiment ce côté aussi de beaucoup moins lisse entre guillemets, même si on n'est pas non plus dans des trucs complètement. Mais il y a un côté à la cool en fait que justement pas plaisir. C'est comme dans le générique de Creature Commandos, quand Gunn fait partie du générique, écrit son script, et tu vois, il y a un côté, c'est qu'on va dire, mais Feige ne ferait pas ça. Tu vois, enfin, Feige, il apparaît en robot IA dans She-Hulk. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu le seul contre-exemple. C'est une façon de, non, mais voilà, comment il se voit là. Il y en a un qui est en train d'écrire un script. Voilà, et qui apparaît comme un vrai mec. Voilà, et l'autre, c'est un robot. Parce que t'as un entre guillemets, encore une fois, un artiste, qui dirige un studio. Écoutez, c'est un producteur. Et qui réalise des films, et voilà. Et puis, c'est un artiste qui vient de Trauma, qui est un artiste qui a toujours été sur le côté humour, trash, action et compagnie. C'est pour ça, justement, que je parlais de Harley Quinn, c'est que c'est logique, entre guillemets, que James Gunn fasse un caméo dans Harley Quinn, parce que c'est sa philosophie, en fait. C'est justement ce côté. Et c'est pour ça aussi que la série continue. Exactement. Et puis c'est un peu un homme sandwich quelque part, Gunn. Je pense qu'il a conscience, et c'est pour ça qu'il prend beaucoup de temps pour les réseaux sociaux, que c'est aussi le marketeur qui vend l'univers DC aux gens, plus que justement Feige qui lui parle que par interview, ne tweet jamais, etc. C'est ouf d'ailleurs, cette différence de fonctionnement qui est assez. Et pour le coup, je pense que les deux s'apprécient, ils sont mutuellement exclusifs en fait, parce qu'il y en a un qui est vraiment un soldat d'industrie et l'autre qui est un artiste un peu fou qui maintenant dirige l'asile, tu vois. Alors ça peut donner des bonnes choses et des mauvaises choses, on en parlera pour Superman. On verra bien, parce que du coup, il a pas de producteur qui lui dit quoi faire. Et donc, peut-être que Peter Safran avec qui il travaille. C'est vrai. Après, Peter Safran, oui, mais Peter Safran, c'est Aquaman 1, Aquaman 2, Shazam 2 et Black Adam. Donc, alors, oui, mais c'est aussi plein d'autres choses, Peter Safran. Tout à fait.
Évidemment. Il a fait ses autres films aussi sous une autre direction, sous un certain régime, et voilà. Oui, Donc, mais bon, Peter Safran, il a validé l'Octopus qui fait du tam-tam dans Aquaman. qui est comics accurate. Exactement. Donc, on va voir. Moi, ce que je veux dire, c'est que on verra s'il y a des bons et des mauvais côtés à ça. Moi, j'ai toute confiance pour Peacemaker. Pour Superman, c'est à voir. Pour Harley Quinn, évidemment, on est repeint, frère, je veux dire. Peter Safran produit The Suicide Squad, justement, avec James Gunn. Donc, bon. C'est vrai. Mais tu vois, par exemple, c'est assez rigolo, c'est Harley Quinn, au départ, c'était un projet un peu maudit. Justement, tu te disais, ouais, bon, on n'a pas eu la série Deadpool de Donald Glover, mais au moins, on aura Harley Quinn, ça va être sympathique et tout. Et en fait, c'est trop bien. Dès que la série démarre, on se dit, voilà, c'est hyper bien, en fait. Et Bah oui. c'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Quand même, 5 saisons, c'est un vrai pari remporté. Et puis, c'est super intelligemment fait. Il y a une révolution des personnages. Même, il y avait l'épisode où ils se foutaient de la gueule des nazis qui regardaient, et qui passaient leur temps à cracher dessus, mais qui continuaient à regarder, tu vois. Ça, c'est pareil, c'est rigolo parce que, tu sais, en comics, on a toujours l'image un peu de Marvel, comme un peu le jock de la classe un peu rigolo, qui fait des blagues, qui est un peu mauvais garçon, avec Spider-Man, avec tout ce côté un peu social des X-Men, etc. Et à côté de DC, on se dit, bah, c'est un peu les héros à papa, c'est des dieux, ils sont nobles, et machin, et bidule. Et à part les Teen Titans, bah, c'est plutôt des héros qui font un peu la tronche, ou qui ont des enjeux très dramatiques. Alors que là, actuellement, t'as l'impression que la tendance s'inverse un peu. Et qu'en fait, DC devient un peu la marque avec Teen Titans Go, avec Harley Quinn, avec Peacemaker. C'est vrai que ça poursuit aussi un Teen Titans avec Go, Creature Commandos. Tu dis, en fait, c'est marrant, DC devient un peu le côté sale gosse, grande gueule et tout. Alors pour l'instant, parce que Superman sera probablement pas. Oui, et toute proportion gardée, bien entendu. Mais ça fait quand même un peu plaisir, justement, de voir qu'en fait, il y a des gens qui comprennent comment capitaliser sur l'énergie de la marque. Et tu sais, tu peux même te dire un peu que le film Suicide Squad Assault on Arkham était un peu, en fait, l'origin story de ce nouveau DC, tu vois, parce que à l'époque, tu l'avais vu, ce film? Qui était hyper bien, tu sais, c'est celui où Joker, justement, voulait poser une bombe à Gotham et... Assault on Arkham? Ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, t'avais déjà la scène de cul entre Deadshot et Harley. Ouais. T'avais ce côté un peu commando, un peu violent, un peu bestial. Ça marchait hyper bien. Et en fait, c'est un peu devenu une nouvelle image de marque qu'ils ont réussi à bâtir en cours de route, avec des ratés, comme le jeu vidéo, Kill the Justice League, etc. Mais au final, Gunn, en pariant sur la Suicide Squad, qui était quand même une propriété... maudite. Voilà, de merde. En comics, c'était pas ouf. Adam Glass, il avait tout bâclé pendant l'Infinity tout. Le film de ailleurs, bon, on va même pas en parler, il a réussi à bâtir le nouvel rampe de lancement avec le film, avec Peacemaker, Creature Commandos, et on sait d'ailleurs que Frank Grillo sera dans Superman et tout. Donc moi, je suis assez content, justement, ça ressemble en tout cas au patron. Maintenant, il faudra voir quand même plutôt les années suivantes pour une meilleure variété des formats, on va dire. Oui, et puis de voir qu'est-ce qui arriverait, notamment sur la série télé, parce qu'en fait, c'est là où il y a tout à faire, puisque mis à part Peacemaker, en fait, alors on sait que techniquement The Penguin ou le Reeseverse peut peut-être développer un autre spin-off ou une saison 2 pour The Batman, d'autant plus que The Batman 2 a été récemment décalé. Mais l'interrogation, c'est vraiment, par contre, qu'est-ce qui va être fait? Alors on sait que Creature Commandos a aussi été renouvelé, mais quelle autre série pourrait être faite, en fait, dans ce DCU? Moi, parce qu'on n'en a aucune idée pour le moment. Il y a rien qui était. Enfin, Amazon et tout ça, si il y avait une série. Oui, mais non, mais ça avait été détaillé, ça, par contre. C'est pour dans longtemps, ça. Bah, attends, ça a été annoncé il y a 2 ans déjà. Quand il avait fait, oui, mais attends, il y a beaucoup de trucs qui ont été annoncés il y a 2 ans. Booster Gold aussi, c'était annoncé il y a 2 ans. Ouais. Oui, mais justement, c'est pour ça. Non, mais j'essaie de faire d'une piqûre de rappel des projets de séries télé qui avaient été annoncés quand même. En l'occurrence, parce que oui, il y avait ça. À mon sens, déjà, de toute façon, l'aprio, là, ce sera Creature Commandos et Lanterns pour les temps immédiats. Après, Booster Gold, c'est une série télé ou un film? Bah, je sais plus. La Waller, Lanterns. Ah non, oui, c'est vrai qu'il y a Lanterns qui. Alors, Lanterns, ça arrivera pas en 2025? 2026. Ouais, c'est sûr, déjà. Il a dit aux alentours de Supergirl. Oui, ok, donc c'est. Entre avril et septembre 2026, je pense. Et oui, Booster Gold, c'était une série télé qui avait été annoncée. Après, ça peut évoluer, parce que si on se rappelle, il avait aussi dit pas de trailer de Superman avant 2025. Oui, après, franchement, il l'a tenu à une dizaine de jours près. Mais Lanterns, le casting, il est prêt. Si la série est tournée premier semestre. Ouais, c'est peut-être juste une question de budget de prod et de post-prod, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a Waller qui avait été annoncé. Un spin-off de Peacemaker sur Suicide Squad, donc. Oui, par la scénariste de Watchmen. Et Paradise Lost, tu vois, et Paradise Lost, donc sur Themyscira, quoi. Mais ça, c'était au début, tu vois, c'est qu'en fait, après, entre-temps, ils ont signé Guadagnino pour faire. C'était en janvier 2023 quand il a pris officiellement ses feuilles de route. C'était la feuille de route. Le fait qu'ils mettent que 2 projets par an ou 3 projets par an pour être un peu généreux, à supposer que Creature Commandos saison 2, sortira bien l'année de Supergirl et de Lanterns. Tu sens aussi que Warner, qui a eu conscience, je pense, des échecs de mettre trop de projets en développement,
veut pas forcément y aller beaucoup trop vite. De toute façon, ils attendent qu'il y ait des scripts. C'est ça. Pour mettre quelque chose en production. Ça. Donc je pense qu'on lui demande pas de faire 40 trucs par an, tu vois, à mon avis. Donc déjà tout ça, c'est du possible dans l'intervalle. Quand il avait annoncé tout ça, on savait pas qu'on aurait Sergeant Rock, on savait pas qu'on aurait Clayface. Tu vois, enfin, il y a des trucs qui après sont arrivés entre temps parce que la bonne idée est venue. Et pareil, Brave and the Bold a été annoncé au début. Maintenant, on sait que ce sera 2029 minimum. Oui, parce que les scripts, bon, peut-être pas non plus, mais parce que les scripts mettent, pour certains, plus de temps finalement à arriver que les autres. Voilà, tout simplement. Donc du coup, moi, dans la perspective immédiate, si je devais parier sur une série ou un produit dans The Batman, l'univers de Batman, je l'ai déjà dit 1000 fois. Catwoman. Voilà, je pense que Zoe Kravitz, qui en plus est très bonne pote avec Matt Reeves, là, ils ont fait les interviews croisées, de Variety, et c'était Matt Reeves et Zoe Kravitz, car ils ont un film cette année très avec bien. Channing Tatum. Ouais, c'était Blink Twice ou Don't Blink Twice, je crois. Voilà. C'était super. Alors peut-être qu'elle aura envie de réaliser, mais justement, ça peut aussi être un truc intéressant. Tu lui dis, bah écoute, tu vas produire la série et réaliser quelques épisodes. Elle qui a la vocation à faire ça, mais qui était bien dans le rôle de Catwoman, je veux dire. À titre personnel, si on met Michelle Pfeiffer de côté, j'imagine mal une Catwoman aussi comics accurate, entre guillemets, tu vois. Donc, je pense que, enfin, en tout cas, HBO est en demande. Ils l'ont dit, les chiffres de The Penguin étaient bons, les critiques étaient bonnes, et ça va aller aux Emmy. Peut-être que ça va gagner des prix, mais... Les fameux Emmy. Mais ça va aller aux Emmy Awards. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit les Emmy. Eh ben oui, les Emmy. Oui, non, mais... Bah, je l'ai la façon dont tu l'as prononcé, c'était avec un Z, quoi, les Emmy. Mais c'est pas grave, t'as pas la fibre. Ça s'appelle faire une liaison phonétique. Voilà. Oui, mais non, étant alsacien, il découvre les liaisons parce que en Alsace, on fait bien la distinction entre les mots. Exactement. Voilà. Donc, encore un accent. Donc, mais on verra. Moi, ça c'est mon caprice personnel. Après, est-ce qu'ils font une saison 2 de The Penguin? J'en doute parce que quand même, Colin Farrell, il a dû se taper 4 heures de make-up tous les jours pendant plus la grève pendant bien 3 mois. Si ça lui vaut des nominations et des trucs, écoute. Mais il a dit qu'il voudrait bien s'éloigner un peu du rôle quelque temps et qu'il n'était pas au courant de si le personnage serait dans The Batman 2 ni rien. Bah non, parce que le script n'est pas fini. De fait, il a signé pour 3 films lui, mais en tout cas c'est à voir. Mais je verrais mal pas de série Batman, Arkham, Gotham, machin avant The Batman 2. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Ouais. Et je pense qu'ils doivent bien y réfléchir et se dire merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire patienter les gens. Hein. Voilà, et dans l'intervalle, Peacemaker saison 2, banco quoi. Je veux dire, John Cena il est bien. Putain, allez voir sur YouTube, tapez John Cena Sick Kid, Sick comme malade et Kid plus loin, et vous aurez la vidéo qui va vous arracher toutes les larmes de votre corps parce que c'est la plus belle vidéo de tous les temps. C'est avant que John Cena soit un grand acteur, c'était un catcheur et il avait cette phrase Never Give Up, qui était son mantra à lui. Et en fait, il y a une, je sais plus quelle chaîne qui avait fait une rencontre entre lui et ses fans, qui avait été inspirée par cette idée de ne jamais abandonner. Donc, c'était des gens qui étaient en dépression nerveuse ou qui ont perdu leur emploi ou qui sont tombés malades et tout. Et t'avais un gamin, en fait, dont la mère avait un cancer du sein. Et avant qu'elle se fasse opérer, parce que lui, c'est un gros fan de John Cena, il lui avait filé le bracelet de John Cena où il y avait écrit Never Give Up pendant l'opération. Et je vous spoil pas la vidéo parce que là, elle est magnifique et déchirante. Mais John Cena, c'est le meilleur mec de la Terre. Faut quand même se rappeler ça. C'est un bon gars. C'est le bon gars. C'est le rock en réussi. Donc, c'est vrai. Et voilà. Donc, du coup, grosse hâte, grosse hype. Pareil, en plus, maintenant que c'est le patron qui est aux manettes. Et peut-être qu'il pourra s'en servir, ce qu'il n'avait pas du coup réussi à faire avec la fin de Peacemaker. Comme il l'a dit lui-même, la fin de Peacemaker avec Momoa et Ezra Miller, c'est le seul truc qui est pas canonique dans la première saison. Mais peut-être que maintenant qu'il est dans l'univers canonique, le vrai, et qu'il a plus à se préoccuper de Walter Hamada, de Zack Snyder, de Bidule, il pourra se mettre des référents aux éléments qui auraient été introduits dans Superman. On sait déjà qu'il y aura Frank Grillo qui va venir lui péter la gueule parce qu'il a quand même tué son fils, pas cool. Mais même en dehors de ça, peut-être qu'il pourra évoquer la GLI, peut-être qu'il pourra évoquer, sans le montrer forcément, mais Superman, et qu'on aura un Peacemaker encore plus généreux sur les référents. La GSA plus que la GLI. La GSA, pardon, tout à fait. La GSA, quoique. Ouais, c'est vrai qu'à Gaga, non, tu pourrais dire qu'il y aurait une vibe GLI. Mais sur les photos de tournage, je crois que t'avais une sorte de logo, et des fans avaient essayé de déconstruire le logo pour voir si c'était GLI ou autre chose. Donc on verra bien, mais tu vois, déjà juste pareil ça, vu que c'est son véhicule à lui. Peacemaker, c'est la suite de Suicide Squad, qui est donc son premier film pour l'univers DC. L'origine story de l'univers DC, c'est Starro. C'est Starro. Voilà. Effectivement. Donc pour le coup, avec grand plaisir et un nouveau générique où ils font une danse ridicule et qui sera viral sur TikTok en 2 jours. Et ouais, non, pour le coup, niveau DC, il y a peu de production. C'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on n'a pas peur, contrairement à Marvel, d'être étouffé par le surpoids du truc. Entre guillemets, même limite, ça fait bizarre. Un film, une série, c'est peu pour un univers tout entier, tu vois.
C'est quoi l'autre série? Bah, il y a Harley Quinn et Peacemaker. Oui, mais c'est pas en canon, Harley Quinn. Mais attends, de toute façon, à terme, il faudra de toute façon arrêter de se poser cette question de est-ce que c'est en canon ou pas, puisqu'en fait. Bah là, si. Il y a Frank Grillo dans Superman. Oui, dans les deux, mais par exemple, si le film Swamp Thing voit le jour, moi, j'aurais pas envie de regarder le film Swamp Thing en disant est-ce qu'il va y avoir une mention de Superman? Oui, pareil pour Sergeant Rock, Swamp Thing. Oui, voilà, tu vois. Clayface et tout, ouais. Ouais, des choses qui peuvent, à mon avis, qu'on réapprenne aussi. On est passé au tout connecté. Clairement, je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à apprécier de la même façon que quand tu lis Batman et quand tu lis après Swamp Thing ou Aquaman, je sais pas quoi, tu t'en fous en fait de ce qui se passe dans les séries des autres. T'as envie aussi de lire ton propre récit en tant que tel. C'est vrai. Alors du côté des séries télé également, grand retour du Invincible quand même, et cette fois-ci pas de break de mi-saison un peu pourri qui, enfin c'est pas que c'est pourri forcément aussi, mais c'est que ça gâche le momentum. C'est chiant, simplement. Voilà, c'est ça pète les jambes un peu quoi. Surtout que là, ça c'est quand même une série où il y aura des arcs narratifs plutôt cool. T'es chaud. D'ailleurs, je l'ai pas mis dans la partie comics, on aurait dû le mettre quand on parlait de Robert Kirkman, de Battle Beast quand même. Tu vois. Ça c'est l'extension du Invincible Verse. Je suis chaud. Je suis chaud. Bah, en fait, la série est bonne, le doublage est bon, l'animation est pauvre, mais ça reste. Elle est améliorable, elle est pas nulle. Elle est non plus. Franchement, quand t'as vu, je sais pas si t'avais jeté un œil à, c'est l'adaptation d'un truc à Spiral. Non. De l'adaptation elle est diffusée sur HBO Max, du coup, enfin sur Max, quoi. Vraiment, si tu veux voir de l'animation bien dégueulasse, regarde. Alors, le premier épisode, ça va encore un peu, mais à partir du deuxième et tout, et apparemment, il y a eu vraiment des bails de production absolument affreux, quoi. Ouais, c'est chaud de sa mère, quoi. Vraiment. Donc, vraiment, après, quand tu regardes Invincible, tu dis Invincible, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, c'est souvent que les cadres, en fait, sont très statiques et tu vois, que ça compte pas trop de mouvement de caméra, tu vois. Et puis, quand il est bouger, tu vois que, en fait, c'est une seule figure qui bouge sur un fond, ça dépend un peu des trucs, mais voilà, t'as ce genre de limitation, mais par contre, vraiment, clairement, heureusement qu'on est quand même pas si mal. Tout à fait. Après, ça change rien au fait que la série sera, la saison, sera certainement très cool. Ouais, très cool. J'ai pas de doute. Encore une fois, moi, connaissant ce qui va se passer, je veux juste de la violence. T'en auras. Voilà. C'est la fin de cette phrase. Gen V saison 2 aussi qui revient. Donc là aussi, on est plutôt sur de la, c'était une bonne surprise, pour le coup. Un bon spin-off. Alors, on sait pas si The Boys, Mexico verra vraiment le jour ou pas. Ils auront besoin de continuer à alimenter la marque quand Kripke aura terminé, hein. Sur la série mère, ouais. Tu sais, je veux dire, on n'est plus à l'époque où tu peux arrêter un univers, hein. Regarde Star Wars. Justement, je me dis qu'on peut y revenir aussi, parce qu'une fois que tout a été raconté avec The Boys, ouais, mais ça marche pas comme ça. Les plateformes de streaming, gros, tu sais très bien que, regarde, la Casa des Papel, enfin, tous ces machins-là, je veux dire. Ouais, mais regarde comment ça n'a pas marché, enfin, je sais pas si ça a beaucoup marché, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu, beaucoup de suivis. Ils ont dit, regardez, c'est nouveau, quoi, c'était un spin-off ou une autre version, et puis voilà, quoi. C'est pas... Mais Gen V a marché. Tu vois, donc en fait, si on considère que c'est une première expérience, ils vont se dire, et puis ils ont besoin d'exclusivité forte, en fait, que les gens connaissent. Mais après, tu peux développer d'autres produits également. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi, hein. Mais ça m'étonnerait que, en tout cas, on n'ait pas un autre spin-off qui soit fait une fois que Kripke aura terminé les travaux. Et quelle meilleure façon de le faire que de contourner le problème. Bon, à la fin de The Boys, les États-Unis vont s'effondrer, hein, grosso modo, spoiler alert. C'est pas spoiler alert, je veux dire, c'est probablement ça qui va arriver, parce que Kripke, il est vénère. Et que là, actuellement, il a écrit une saison en parallèle d'une élection présidentielle qui n'a pas été remportée par le bon camp, de son point de vue, et du mien aussi, d'ailleurs, j'en ai rien à foutre. On n'en est plus là, les gars. Et du coup, à mon avis, voilà, quelle meilleure façon de le faire que de quitter les États-Unis pour aller dans un truc qui, pareil, au niveau politique, et même au niveau esthétique, tu vois, un peu raconter des choses, on verra bien, mais quand t'as Diego Luna et l'autre, là, à la prod, Bernal, Gabriel Garcia Bernal, c'est ça? C'est Gabriel, ça c'est sûr. Mais j'ai plus son nom de famille lui, en tête. Ce mec. Bon, on verra bien. Pour l'instant, la Gen V, effectivement, bonne surprise. Ceci dit, pour reprendre les propos de Karl, qu'il avait d'ailleurs reformulé dans le podcast Agatha, que tu n'as pas écouté. Pas en entier. C'est un peu dommage, effectivement, d'avoir déjà quitté ce contexte scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, la fin de saison de Gen V, et pour celles et ceux qui ont vu la saison 4, 5, la dernière saison de The Boys, 4, on est déjà passé à autre chose. Et les personnages eux-mêmes ne vont pas pouvoir simplement retourner en cours et retrouver ce côté un peu quotidien et propos adolescents qui nous avaient plu. Mais tu pourrais avoir le fait que ces personnages-là s'extirpent justement pour être dans The Boys saison 5 ensuite, tandis que Gen V saison 2 pourrait amener de nouveaux élèves. Peut-être, mais je serais le premier pour garder une partie de ce point de vue-là. Voilà, pour garder une partie de l'intrigue dans le contexte estudiantin. Ouais, parce qu'il y avait le mot préféré d'Arnaud. Oui. Parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient cool, plein de bonnes idées, et en final, c'était un peu la seconde partie de saison qui accélérait très vite vers sa conclusion, qui nous avait un peu déçus.
moi, à titre personnel, le côté quotidien de c'est quoi vivre dans un monde de super-héros m'intéresse plus que la grande trame qui nous mène toujours vers la même direction, c'est-à-dire Homelander, Gen V, Vote International. Bon, on sait qu'on vit entouré de corporations et de grands malades mentaux. On peut, juste, même nous, c'est notre réalité quotidienne. C'est quoi dit dans un monde où il y a Elon Musk qui existe et qui veut absolument détruire la Terre, tu vois? Il faut faire avec et ça peut amener des idées intéressantes sur la table, sur les scénaristes. Parce qu'en fait, dans leur vie, on va pas, nous, aller buter Elon Musk. Donc, justement, il faut aussi nous donner des produits accessibles pour canaliser un peu cette pulsion morbide qu'on a de vouloir se suicider à tout instant. Et ce podcast a pris un versant tellement sombre en l'espace de 30 secondes. En tout cas, j'ai hâte. Je viens de plonger dans les abysses comme dans Spiral, quoi. Vraiment, là, exactement. Waouh. Très bien. Si justement. De bonne humeur, appelez-moi, mais je vous nique en une seconde. Ouais, il est très fort pour ça. Puisqu'on est dans la partie sombre de ce podcast, juste un mot quand même pour voir. Après, j'ai envie de dire que c'est un des points qu'on a abordé dans le papier sur Neil Gaiman, que le fait que quand même beaucoup de gens en fait passent sous silence ou s'en foutent, c'est qu'il y aura quand même The Sandman saison 2 cette année sur Netflix, ce qui sera quand même pour le milieu informé tel que le nôtre un cas forcément un peu particulier à traiter, puisqu'il faudra pas oublier qu'est-ce qui se passe autour de Neil Gaiman, sachant mais que lui-même s'est mis en retrait de la production quelque part, peut-être même pour faciliter le fait que voilà, ceux qui n'ont pas envie d'en parler du tout, pour juste dire c'est vrai que techniquement les gens qui sont impliqués dans la série n'ont rien à voir avec les exactions de l'auteur de la BD. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que généralement dans ce genre de cas, les studios doivent prendre la décision eux-mêmes de mettre de côté la personnalité problématique qui est à l'origine du truc, comme Ezra Miller à l'époque de la campagne de promo de The Flash. Lui, il a été intelligent, ou en tout cas son agent a été intelligent en disant regarde, retire-toi spontanément pour montrer quand même que t'écoutes ce qui se dit. Et comme ça, en plus, la prod n'a pas besoin de assumer et de communiquer dessus, en fait, surtout. Exactement. J'ai un peu peur que ça passe comme une lettre à la poste. J'ai un peu peur que ça ne change rien pour le grand public. Ceci étant, voilà, il y a des gens qui ont travaillé sur la série, des réals, des scénaristes, des acteurs, des actrices. Et Netflix a mis un paquet de pognon aussi, quand même. Hein. Ils disaient que ça coûtait très cher. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent pas trop en parler. C'est que. Moi, j'ai toujours du mal à choisir la bonne attitude à adopter parce que ces comics-là, encore une fois, je ne peux pas les renier. Ils ont été importants dans mon parcours de lecteur. Je considère que ça reste des chefs-d'œuvre malgré tout, et en l'occurrence, ça s'est passé avant que ça devienne la personne qu'on connaît, ou en tout cas que les scandales qui ont été... qu'on le sache, parce que les faits remontent quand même évoqués, voilà, que les témoignages qui ont été évoqués, a priori, remontent à une période antérieure à à la période où il a écrit les BD, où c'était un jeune homme à l'époque, et c'était pas encore une rosta qui pouvait du coup abuser de son statut. Donc voilà, est-ce qu'il faut considérer que l'œuvre Sandman est terminée parce que l'auteur est devenu ce qu'il est devenu, ou qu'on a découvert ce qu'il était? C'est une vraie question. C'est un vrai débat. Moi, j'avoue, je n'ai pas d'opinion formée à ce stade. J'aime beaucoup ce qu'ils avaient fait sur l'adaptation. Il n'était pas tout seul. Hein. Il y avait David Goyer, Lanenberg et tout, qui eux, a priori... Oui, parce que lui est consultant, en fait. Il a pas forcément... Non, il était co-showrunner. Ouais. Non, il avait un rôle plus prononcé quand même. Sur les tournages, mais là-dessus, du coup, je pense qu'il s'est aussi... il a fait un pas de côté, quoi, a priori, sur... C'est ça. Donc, dans tous les cas, la saison sera certainement sympathique. Ce qui arrive en plus, c'est les meilleures parties. Oui, parce que ça va adapter Seasons of Mist, qui est le meilleur arc de la série. Donc voilà, il va falloir se mordre un peu les lèvres, puis on verra bien, quoi. En espérant que peut-être justement Netflix, parce qu'il y aura du bruit médiatique à ce moment-là, et même s'ils ne le veulent pas, et que les médias américains sont bien dressés, d'ailleurs, c'est peut-être pas les questions qui fâchent. Non, mais peut-être que d'ailleurs c'est peut-être que, tu sais, ce que nous on dit toujours, on s'est posé la question de pourquoi en fait ni Variety ni Deadline ni machin n'ont réellement fait de papier à ce sujet-là. Il y a eu 2-3 lignes mentionnées parfois sur des articles, mais vraiment le minimum syndical. Peut-être qu'ils attendent en fait la diffusion de The Sandman pour lâcher peut-être leur papier, leur grosse enquête, un truc qu'ils auraient déjà préparé, mais en fait clairement ils attendent le moment où médiatiquement en fait ça aura le vrai impact que ça doit avoir. Peut-être, mais je ne sais pas. Ça m'étonnerait un peu quand même. Ouais, ou alors ce sera juste personne n'en piquera un mot, et on restera dans la situation qu'on a depuis. On est dans le monde post Johnny Depp, donc voilà. Hein. Ouais. Et du côté des séries aussi, dont on ne sait pas si on les verra cette année ou pas, mais on a quelques projets toujours en cours. Alors Witches, j'ai vraiment aucun espoir que ça arrive encore cette année, parce que c'est une telle arlésienne. Par contre, Criminal, il y a moyen que ça arrive. Criminal, a priori, alors on n'a pas trop eu de nouvelles de début de tournage parce qu'il y a eu une grosse frénésie d'actualité au moment du casting. Ouais, mais en général, qui arrive dans les dernières phases de la pré-production. Là, c'était vraiment les quatrièmes rôles. Il me semble que ça a démarré, ça a déjà tourné. Hein. Oui, il me semble aussi. Mais écoute, Brubaker étant pas très actif sur les réseaux sociaux non plus, et en plus c'est inaccessible pour les interviews, parce que c'est pas rigolo sinon.
va pouvoir interviewer un de ses auteurs préférés. Hein, tu m'écoutes, Ed, Théodore. Donc, moi, j'aimerais bien que ça sorte l'année prochaine. Je pense que c'est très faisable. Je pense que Prime Video, encore une fois, aura besoin de grosses cartouches l'an prochain. Et il y a un beau casting sur Criminal. Il y a des vraies vedettes comme notre bon ami Charlie Hunnam. Merci beaucoup. J'ai eu très peur là. Charlie Hunnam, effectivement. Ou Adrien Arjona, hein, quand même, qui, alors certes, le film malheureusement est passé un peu sous les ténoirs parce qu'il n'est pas sorti en salle, mais Hitman de Linklater avec Adrien Arjona, tu l'as vu ça, Arnaud? Nope. Toujours pas? Mais il faut que tu le mates. 2. Hitman avec Glenn Powell et Adrien Arjona. Non, toujours pas. Non, c'est un mec qui se passait pour un tueur en série, qui tombe amoureux d'une meuf, enfin bref. Ouais, avec Glenn Powell, quoi. Mais non, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. T'as pas vu? Non. Sérieux? Bah écoute. Voilà, c'est le premier de l'année. Mais pourquoi je devrais le voir? Parce qu'il est bien. Ah, ok. Ah non, mais ils font l'amour dedans, pardon. Ah, voilà, là, tu m'as convaincu. Il y a des scènes de sexe passionné. Ah ben voilà, très bien. Et la meuf est très jolie. Ah ben voilà. Tu vois. Mais Glenn Powell aussi est très beau. Glenn Powell est très beau. Très très beau, ce monsieur. monsieur. Très beau. Là, il joue plus un boy next door en plus. Ok, très bien. Ah, genre, un peu un dilf. Tu sais, genre, daron trentenaire. Allez, lunettes, prof de philo, tu vois. Voilà, mon délire. Vraiment prof de philo, d'ailleurs. Très bien. Matt Hitman, je crois que c'est sur Prime, si je dis pas de conneries. Bref, Matt Hitman. Reviens sur le sujet. Donc, Adrien Arjona, qui est aussi une restac en train de marcher beaucoup aux États-Unis. La série, c'est l'adaptation du premier volume, hein, tout bêtement, avec Leo Patterson. Et moi, ça a potentiel d'être une grosse série une grosse série de la SVOD de l'année prochaine, à mon sens. Et à côté, il y a aussi Sci-Fi qui prépare Revival. Oui, alors là, par contre, ça a le potentiel d'être une série que personne ne va regarder. Qui sera sûrement comme beaucoup de séries sci-fi très difficile d'accès en France aussi par voie légale. Et avec peu d'argent, puisqu'ils ont fait ce projet-là parce qu'ils avaient plus les moyens de faire Resident Alien et qu'il leur fallait pareil un truc pour alimenter la grille. Resident Alien qui passait chez USA Network, je sais plus, l'une de leurs chaînes un peu plus prestigieuses. Donc on aura toujours du Resident Alien, hein, pour les fans, tant mieux. Voilà, Arnaud, c'est fini Resident Alien de toute façon. Non, il reste une saison. Enfin ouais, ça va se finir, je veux dire, ça a été annoncé que c'était la dernière. Et du coup, Revival, voilà, c'est l'histoire d'une ville aux États-Unis où les morts se relèvent avec leurs blessures, leurs contusions et tout, mais c'est très les revenants un peu. C'est très les revenants, c'est très les Calpine 400, sauf que on te donne la réponse d'entrée de jeu. On te dit en fait pourquoi. Arnaud, à ton avis? Parce que. Non, non. Pourquoi? Parce que. Trouve une explication. Dieu. Non. Je te le dirai pas. Non. Mais du coup, voilà, on donne l'explication. En plus, j'ai le premier TPB ici. Là, et du coup, c'est plus l'étude des rapports humains que vraiment la Mystery Box. Mais il y a quand même une partie Mystery Box, mais petit projet, casting de têtes connues de la télévision, grand public, on va dire. Mais il y a rien pour s'exciter. Ça fera du blé à Tim Seeley, tant mieux. Ça ressemble vraiment beaucoup à des séries qu'on a tous déjà vues, en plus quand on était petits sur M6 ou quoi. Donc j'avoue que c'est pas le truc qui va nous tenir réveillés la nuit cette année. Du côté des écrans, il y a une question que je me pose aussi par rapport à ce genre de projet. Est-ce que ça verra le jour ou pas? Red Sonja. C'est compliqué parce que rappelle-toi en plus d'ailleurs que Hellboy Crooked-Man, au final, pas de sortie cinéma en France, pas de sortie de VOD légale en France non plus pour le moment. On n'a rien. Je sais pas si c'est vraiment gravissime. Non, c'est pas forcément gravissime, mais au final, c'est fou quoi. Le film n'est juste pas sorti chez nous en vrai, techniquement. Mais à mon avis, soit ils ont fait ce film pour garder la licence, pour garder les droits, comme machin avec les Rohirrim. Je sais pas si ça marche comme ça, mais quand même. Hein. C'est une notion qui est connue. Tu vois, tu refais une adaptation pour garder les droits pendant quelques années. Soit c'était parce qu'ils allaient perdre les droits et qu'ils voulaient tirer encore un peu sur la corde avec un film qui a pas dû coûter plus de 3 millions. Bon, peut-être pas beaucoup plus, ouais. Mais... franchement, ça ressemble à un village français. Crooked-Man, tu l'as toujours pas vu? Non, mais ça, par contre, c'est bien apparemment. Donc, c'est pas gentil de dire qu'un film pourri en termes de budget. D'accord. En termes de budget, Arnaud. D'accord, très bien. Voilà, je te dis pas, voilà, c'est le budget de comment ça s'appelle le film avec Adam, Maison de retraite 2. Voilà. Ok, oui. Et encore, non, je pense que Maison de retraite 2 coûtait plus cher vu le cachet de Kev Adams. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que Red Sonja, donc il a priori déjà été tourné. On a même vu des images de tournage. On avait vu un visuel de l'actrice que j'ai oublié son nom, qui avait fait un film avec Coralie Farja. Mathilda Lutz. Chips. Voilà, donc il a disparu. Il a disparu de la réalité. Techniquement, s'ils l'ont tourné, ils devraient le sortir à un moment donné. Mais est-ce qu'ils ont, je sais pas, peut-être que personne ne veut le sortir, peut-être que personne ne veut le diffuser, peut-être que c'est nul.
MJ Bassett, elle est passée à autre chose. Ils ont sorti The Crow et donc ils peuvent très bien. Je dis pas que c'est le même studio, je sais plus qui c'est qui distribue, mais je veux dire que voilà, il y en a qui ont pu sortir The Crow, donc pourquoi ils sortiraient pas Red Sonja? C'est pas vraiment un studio qui l'a fait. Ouais, mais là c'est un peu la même chose. Là c'est Millennium Media, je crois. Je crois que c'est eux qui ont fait Hellboy aussi, justement. Donc peut-être qu'ils ont perdu de l'argent avec Hellboy. J'en sais rien. Là, ça rentre dans les sphères très très grises de montage financier. De montage financier, mais il y a peut-être, tu sais, franchement, moi je me demande même si c'est pas pour blanchir de l'argent qui font ces films-là, parce que à un moment donné, c'est tellement pas distribué, c'est tellement pas ouf, et ça m'a tellement peu d'argent que tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent. En plus, les droits, ça coûte de l'argent, de Hellboy ou Red Sonja. Donc, bref, je sais pas. J'avoue, est-ce qu'il va réapparaître? Moi, j'aimerais bien, parce que je suis une vraie curiosité pour ce projet, parce que MJ Bassett, bon, elle a pas fait des films mirobolants, mais ça reste une nana qui serait pertinente pour faire un film avec une héroïne comme Red Sonja. Ceci étant, faut se rappeler qu'au départ, ils voulaient le faire avec Bryan Singer, qu'ils pensaient le vendre comme un blockbuster de série B, comme le Hellboy de Neil Marshall. Donc, ces gens-là ne sont pas des gens sains et responsables. Il y a eu tout un papier qui a été fait sur le Hollywood Reporter, sur les gens qui dirigent Millennium. C'est les mecs qui pèsent très lourd en Bulgarie, qui les accueillent à bras ouverts pour des studios et tout. Enfin, franchement, c'est bizarre, parce qu'il y a aussi beaucoup de népotisme, de machin pour travailler avec le fils de bidule et tout. Je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre cette boîte allemande qui ne produit quasiment rien de bien et qui continue à exister, à faire du blé avec les locations et tout. Franchement, il faudrait que je me penche sur le dossier, mais à mon sens, cette disparition est quand même assez inexplicable. Parce que bon, je te dis pas que c'est l'héroïne que tout le monde connaît, mais quand même, enfin, je veux dire, un petit film de baston au sabre, ça me paraît pas compliqué à vendre. L'épée plus que le sabre, quand même. Voilà, tu cherches la merde, toi. Ah ouais, je cherche la merde, là. Voilà. Les mots ont attends, le fleuret, pas l'épée. Non, mais pour le coup, c'est vraiment des épées, quoi. C'est pas une forme arrondie. Bref. Je veux juste mentionner la brigade chimérique dans la partie série, parce que on n'a pas de date, mais je pense pas que ça arrivera 2020. Ah, je sais pas si ce sera 2025, mais en tout cas, si c'est 2025, je la place tout de suite très très haut aussi dans mes attentes quand même. Mais du côté du graphiquement, attends, 2 secondes. Graphiquement, ça change, c'est du franco-français. C'est une histoire qui mérite d'être adaptée, d'être plus connue du grand public, et ça n'invalidera pas les propositions graphiques de la BD, parce que en fait c'est totalement différent, que voilà, et c'est de l'anime, un peu comme le projet Batman en Kickstarter qui n'a pas malheureusement eu lieu, mais c'est de l'anime. Putain, mais ça j'espère qu'ils vont en faire quelque chose, mais vraiment ça m'a. C'est de l'anime post Spider-Verse qui retient les bons enseignements de comment on peut faire des séries animées en Occident aujourd'hui, sans justement se comparer avec le Japon ni rien, tu vois. Ouais, donc ça a l'air vraiment. Comme Arcane, tu vois, Arcane, ça. Ouais, complètement. Ça a fait le tour du monde parce que justement ça ressemble pas à ce qui se fait ailleurs. Ouais, parce que c'est français. Dans la prod, je veux dire. Du côté des écrans, par contre, alors on parlait de Red Sonja, mais par contre, c'est vrai que avant de parler de juillet 2025, il y aura la première moitié de l'année. Et du côté de, ce sera Marvel Studios qui sera là pour le coup. Et ils ont Captain America Brave New World à sortir, puis Thunderbolts avec l'astérisque là au bout du bout. Est-ce que c'est, moi j'avais mis dans mon conducteur juste, est-ce que c'est un peu la fin du calvaire de Marvel Studios? Est-ce que c'est un peu les derniers films qu'il faut sortir parce qu'ils ont été encore mis en branle dans la période où clairement ils savaient plus où ils allaient? Et voilà, est-ce qu'on va encore devoir se farcir des films de l'ordre de The Marvels ou Thor 4 ou voilà, tous ces très mauvais film de Marvel, Ant-Man 3, voilà. Pour Captain America, c'est possible parce qu'il y a cette historique de prod compliquée où avec les 3 semaines de reshoot d'un personnage au script qui est généralement pas une bonne chose. Une œuvre d'art, c'est pas une créature de Frankenstein. Hein. C'est normal d'avoir un processus itératif avec on fait un montage, puis on en teste un autre, on ajuste la durée des scènes, les réécritures même. C'est The Batman aussi, genre avait recruté Tom Lin en fin de processus d'écriture, tu vois. Ça arrive. Par contre, 3 semaines de reshoot, c'est beaucoup. Et surtout le personnage inédit complet. Donc, voilà. Et même les deux, genre, techniquement. Et puis je sais pas, moi, il y a un truc qui philosophiquement me dérange dans ce film. Parce que c'est un film président américain, sera littéralement le Red Hulk. Idéologiquement parlant. Ils l'ont pas prévu, quoi. Les pauvres. Ils sont pas débiles non plus, je veux dire. Et puis c'était quand ça a été commencé à tourner, ils avaient aucune idée que ça allait C'était des films déjà qui étaient pas complotistes, mais je veux dire, chez Marvel, il y a toujours le côté, il y a une société secrète qui dirige le monde il y en a même 40 000, en vrai, dans les ténèbres. Le président des États-Unis n'a jamais vraiment été une notion tangible dans leur univers. Il y a que Iron Man 3 qui en parle un peu, à l'époque où il y avait Iron Patriot,
Mais derrière, là, c'est parce que justement, c'est un contexte où il faut de nouveau un Captain America aussi. Donc, c'est le président qui demande à Sam Wilson de reprendre vraiment ce rôle, tu vois. Après, pareil, philosophiquement, ça m'agace un peu parce que Harrison Ford, bon, il a déjà joué le président dans Air Force One et tout. La photo du film est pas alors que pourtant moi je suis ultra client de ces conneries-là de paramilitaires chez Marvel. Captain America, je trouve Tactical. Voilà, Tactical, il y a de très bonnes séries. Et il y a un peu, soit tu le fais vraiment en polar noir, sur les secrets d'État, soit tu fais vraiment un truc thriller action, etc. Enfin, il y a des mecs comme Remender, c'était pas vraiment Tactical. Remender, c'était plus les nazis sont des enfoirés et allons rendre hommage à Kirby dans la dimension Z avec Arnim Zola. Mais par contre, Ta-Nehisi Coates a très bien fait ça, Bob Baker a très bien fait ça. Il y a plein de gens qui ont très bien travaillé sur le personnage de Cap. Il a un vrai potentiel. Et aujourd'hui, ça a beaucoup de sens d'avoir un Captain America noir dans un monde où le président des États-Unis a un horrible secret, c'est que c'est un monstre bombardé au rayon gamma. Je sais pas qu'est-ce qui a motivé les reshoots, je sais pas pourquoi ce personnage campé par Giancarlo Esposito s'est rajouté à la dernière minute parce qu'il manquait d'un vilain, je ne sais pas. Ah, parce que ouais. Julius Ota, enfin c'est quoi, c'est Ota, c'est le scénariste comics. C'est quoi, c'est Cloverfield Paradox. Enfin, c'est pas le CV le plus mirobolant de la Terre. Ouais. Et encore une fois, le film a pas l'air de vendre grand chose. Enfin, tout est vendu sur le côté Captain America va affronter le Red Hulk. On est allé voir le film queer de Guadagnino au Royaume-Uni avec Océane, enfin d'Angleterre à Londres. Il y avait une affiche spécifique que je crois au Royaume-Uni. Et c'était la main rouge de Red Hulk qui tenait le bouclier de Captain America. Ouais, c'était une des premières affiches qu'ils avaient. Tout le marketing, il est fait là-dessus. Les tie-in en comics sont faits là-dessus. Est-ce que tu peux faire tenir un film là-dessus? C'est ma question. Moi, j'ai adoré The Winter Soldier. J'ai conspué The Falcon and the Winter Soldier parce que, d'ailleurs, j'ai pas voulu être là. Je crois que c'était après les premiers podcasts de Marvel Studios, j'ai pas voulu être là. Ouais. Parce que vraiment, je déteste cette série. Ce qu'elle dit des États-Unis, ce qu'elle dit de Marvel et son engagement politique concret. Là, pareil, le fait de mettre Saber, l'héroïne israélienne, pour au final dire que non, elle est pas israélienne et tout. Ah bah, tu peux comprendre, vu le contexte, qu'ils ont vraiment pas envie de se... Ouais, mais tu peux... Ouais, mais moi, tu te mouilles pas, quoi. Les comics, des fois, ils prennent des décisions ballsy. Marvel Studios, ils se mouillent pas, quoi. Captain America Truth. Oui, mais c'est des comics. C'est un autre niveau de... C'est des comics, c'est pas des films à 200 millions de budget. Bah ouais, Robert Morales, il avait des couilles et peut-être que Kevin Feige en a moins. Donc, dans l'intervalle, voilà, ce film-là, moi, c'est un gros point d'interrogation. J'ai envie de kiffer parce que ça me parle en comics, mais je n'y crois pas particulièrement. Et Thunderbolt, alors? Thunderbolt, il y a moyen de se marrer. Tout à l'heure, je parlais du côté build-up. On s'est tapé des caméos de Vanessa Allegra d'Enfant de Fontaine, au moins à 3 reprises. On sait pas quoi en foutre pour l'instant. Clairement, ça ne va nulle part, hein, on va pas se mentir, parce que de fait, c'est pas Thunderbolt qui va être le nouveau point d'achoppement de la phase 7, 8, 9, 10, 28 là. Il y a encore Red Guardian qui fait le con, et là l'épisode de What If avec lui et Bucky, il est horrible. J'ai failli arracher ma télé de ses cartes. Il est nul. Oh là là là. Je déteste comment ils écrivent Red Guardian. Je trouve que David Harbour, qui est un super acteur, mérite beaucoup mieux que ça, même en jouant un rôle comique. En Frankenstein, nos créatures commandos, c'est 10 fois ça. C'est des débiles. Et ce côté je m'énerve, ça y est. Attends, j'ai cherché ton été calmement. Ah, mais et ce côté, justement, la Russie, c'est rigolo, etc. Et ça, pareil, au niveau réalité politique moderne, c'est d'une tristesse. Je veux dire, attends, Red Guardian, c'est le héros de l'URSS, c'est pas un sujet qui est... Enfin, il y a un potentiel, tu vois, il y a un potentiel. Ouais, mais pour eux, c'est juste la caricature du gros russe qui picole. Et voilà, comme il est gros, bah, du coup, c'est marrant. Vodka, tu vois, tu dis, mais frère, stop. Par contre, voilà, le casting, t'as Florence Pugh, Sebastian Stan, qui m'est devenu extrêmement sympathique ces dernières années, il faut quand même le dire. Il était bon dans The Apprentice, dans Woody Frontman, il est excellent. Il a fait Aitonia, c'est un super bon acteur de sa génération. C'est ça, mais il s'est révélé en dehors de Marvel Studios, quoi. Oui. Mais la bande-annonce, après, ça, c'est un truc, c'était un des trucs qui était réussi dans The Falcon and the Winter Soldier, c'était la buddy comédie entre les deux. Ouais. Ils se répondaient bien, et les deux ont vraiment gagné en niveau depuis leur premier film ensemble. Même à l'époque de Civil War, c'est quand ils étaient dans la petite bagnole tous les deux. Moi, Bucky, je suis content qu'il soit là. C'est devenu pareil, un peu un des vétérans. J'ai moins d'attentes pour Wyatt Russell, enfin pour US Agent, ou pour Ghost, que clairement, je me bats les couilles. Et pareil, tu sens qu'ils vont faire passer... Attends, il y aura Taskmaster. Hey. Et il y aura le Sentry. Ça, ce gâchis de personne. Le doigt d'honneur que c'était le Taskmaster de Black Widow. Et ouais, pareil, voilà ce que j'allais dire. Tu sens qu'ils vont faire passer une partie de la campagne de promo sur le côté. Mais qui est Bob? Mais c'est qui Bob? Regardez, il s'appelle Bob, c'est rigolo. Ça, c'est tellement de l'humour ricain. Genre, il a un prénom, c'est Bob. Mais ça, c'est comme dans Deadpool et Wolverine, sur le côté, il y a Pete.
Tu vois, j'aime le mec qui a rien à foutre là, qui a un peu la caution en mode ok, il est normal par rapport aux autres. Ouais, mais c'est un peu comme le colloque de Thor, tu vois, comme Daryl, tu vois. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça tient pendant un temps, ce genre de vanne. Mais les gars, on n'est pas débiles. Enfin. Bah alors nous non, parce qu'on a lu les BD. Mais le public, ils vont faire. Après, moi, je serais vraiment, tu sais, alors il y a de toute façon Thunderbolts. En vrai, ce qui m'intéresse plus, c'est complètement des trucs extra-diégétiques. C'est d'une part, est-ce que l'Astérisque, qui vont vraiment faire un coup de, le film se termine avec un autre bandeau titre qui serait Dark Avengers ou Secret Avengers, un truc comme ça, tu vois. Ou est-ce que même dans la campagne de communication, en fait, le film, moi, j'aimerais trop, je sais pas si c'est réalisable, c'est complètement un fantasme de débile, mais de me dire que ils arrivent, je ne sais pas par quelle magie, en fait, quand le film sort le jour J, en fait, les affiches changent, ils changent le titre, tu vois. Par magie, ouais. Non, mais sur les supports. Non, mais sur les supports numériques, de toute façon, c'est faisable. Ils mettent à jour. Et pour les affiches de cinéma, en fait, ils ont un deal avec les chaînes de cinéma pour dans un monde rigolo, c'est les choses se passent comme ça. Quand tu fais des pré-réservations, tu prépares les tickets avant. Oui, mais tu vends tout. Machin, et juste le jour J, tu fais, mais pour les bases de données, le numéro de série CNC, etc. Enfin, oui, mais bon, voilà, ça me ferait marrer. Mais en l'occurrence, j'imagine que ce sera plus un changement de titre à la fin du film, quoi, tu vois. Ou alors ultime trailer, final trailer. Mais ils peuvent, parce que tu sais, il y avait, Agatha Holloway. Par exemple, quelque part, qui a quand même pu pas mal. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire? Au-delà de ça, oui, l'autre truc qui m'intéresse, c'est est-ce que Sentry vont aller au bout du concept vraiment et te le faire réapparaître dans des séquences flashback dans les précédents films de Marvel Studios. Ce serait marrant. Pour le coup, ça me ferait vraiment marrer, tu vois. Mais voilà. C'est ce qu'on avait dit. Mais c'est deux trucs qui ont pas grand-chose à voir avec le film en tant que tel. Après, voilà, moi j'ai été un peu négatif. En vrai, un film de commando où ça se bastonne, parce que les pouvoirs des uns et des autres sont intéressants pour faire des bonnes chorégraphies d'action et tout. Oui, mais bon. Et ils sont quand même assez tout le fait. Ils leur revendiquent souvent, c'est pour ça qu'ils t'ont dit Falcon et Captain America Brave New World sera un peu le nouveau Winter Soldier. Ils se rappellent quand même, je pense qu'à une époque, ils étaient en mode genre, on a fait un peu le John Wick des super-héros avec des bonnes chorégraphies et tout. Moi, je demande pas mieux. Franchement, un film d'action commando bourrin, s'il vend pas la lune et que juste il est bien fait, j'ai pas besoin d'un gros scénario ni rien. Et honnêtement, vu comment ils ont installé Allegra de Fontaine, pareil, on te promet rien du tout, en fait. On te dit juste, c'est la meuf de VIP, elle est marrante, et t'es juste content parce que tu l'aimes bien. Mais en vrai, elle a pas un quart du côté présent de Nick Fury. Non, pas du tout. Plan sur le long terme. Ouais, c'est clair. Pareil, si t'as lu la dernière série de Kelly et Lansing, tu sais qu'ils vont te faire un twist avec elle et qui va être en mode genre, depuis le début. Donc, voilà, moi, je prends si c'est juste fait honnêtement et que ça régale un peu sur la bagarre. Et moi, j'ai peur que ce soit vraiment les dernières scories d'une potentielle nouvelle ère, mais c'est quand même très, très dur de le dire comme ça sans ne pas y croire forcément du côté de Marvel Studios, mais quelque part techniquement j'ai envie de croire qu'avec juillet 2025 il y aura vraiment ce moment de ça passe ou ça casse pour la culture comic book movies en fait. C'est soit Fantastic Four et Superman sont réussis et ça crée un nouvel intérêt vraiment, soit clairement on va encore se traîner pas mal d'années en dilettante et j'aurais même peur que vraiment dans un contexte défavorable que ça puisse tuer en fait le MCU en tant que tel vraiment. Après ils ont quand même ils ont la ligne de fuite avec Avengers Doomsday et Secret Wars, ça fasse annuler des films et ils ont surtout avec eux la carte on refait les X-Men, tu vois, mais le fait c'est que ça pourrait tuer l'univers 616 en tout cas, tu vois. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie curiosité Fantastic Four. Mais parce que t'as vraiment l'impression que c'est un peu différent. Le fait, un truc très bête, ils ont fait des décors en dur. C'est trop nul, tu vois, comme argument. Il suffira d'un trailer qui passe bien. Et qu'on n'a toujours pas vu officiellement d'ailleurs. Tout à fait, bien sûr. En même temps, c'est dans un petit moment, ceci dit. Superman, à la limite, je me pose plus la question parce que. Techniquement, c'est dans le même temps que Superman et on a vu un trailer pour Superman. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas chaud des crânes froid ou quoi, parce que on a vu qu'un trailer, le film n'est pas fini, il y a moyen, mais c'est vrai que ce trailer, effectivement, ça n'a pas été la déflagration que tout le monde attendait. Je te prends un point de comparaison tout bête. En tout cas, à ton point de vue. DC Fandom numéro 1, on termine sur le trailer de The Batman, et là, il n'y avait pas de débat. Tu vois, moi, j'ai inondé Twitter de putain, mais c'est Batman, ça va être le feu! Ouais, mais c'est Batman. Non, mais le trailer était 1000 fois mieux foutu que ça. Celui de Gunn, le problème, c'est qu'il embarque aussi son côté un peu trauma avec les cheveux de Guy Gardner, avec le côté fait main, avec le côté valeur de plan très très légère. Et que les gens ont de la mémoire. Man of Steel, ça a que 10 ans. Et les films de Zack Snyder, ils ont pas 10 ans, tu vois. Et ils sont encore là, les fans de Zack Snyder. Et les Trumpistes qui détestent les idées de Gunn parce que c'est un mec ouvert d'esprit, ils sont encore là.
à mon avis, il va marcher, le film. Parce que les gens iront le voir même pour le détester. En revanche, si la campagne de promo ne décolle, enfin, ne prend pas vraiment cette espèce d'essor. Si elle ne va pas up and away, si elle pète pas le plafond de verre de, bah, nous, fans de super-héros, on va être là, et fans de Gunn, on va être là. La Suicide Squad, ok, c'est le Covid, ok. Mais non, il faut que ce soit un vrai un succès commercial. Mais après, il faut que ce soit un succès critique aussi, quoi. Il faut que les deux, parce que ça peut pas être un succès commercial comme l'était un peu Man of Steel, tu vois, ou même BVS maintenant. Enfin, les chiffres étaient pas dégueulasses non plus. Ils étaient en dessous des attentes parce que clairement, en mettant Batman et Superman, ils voulaient le milliard comme, parce qu'il y avait eu Iron Man 3, quoi. Là, je pense que s'ils font 700 millions, ils sont très contents, hein. Mais pour oui, c'est ça. Mais je pense qu'ils veulent plus quand même pour ce Superman. Enfin, et je lui souhaite, hein, quelque part. Mais en tout cas, je veux dire que même s'il fait 700 millions comme Man of Steel qui s'en était approché, mais Man of Steel qui a été quand même très divisif dans ses critiques. Dividende. Dividende, non, c'est pas pareil. Non, mais tu vois, segmentant. Il avait été, il avait divisé les gens. Il avait divisé les gens, voilà. Il faut, à mon sens, que ce Superman divisionnaire entraîne tout le monde, vraiment, tu vois, que ce soit fédérateur. Ouais, qui est l'inverse de je l'ai pas, hein. Divisive. Ouais, c'est ça. Que t'as fait, c'est ça, bah, complètement. Mais tu vois ce que je veux dire, parce que sinon, sinon, ça peut, je pense, vraiment mettre alors peut-être je sais pas dans quelle mesure ils mettraient un stop à James Gunn et tout ça. N'importe quoi, mon ami. N'importe quoi. Déjà, Supergirl, il sera tourné d'ici là. Oui, non, mais il y aura Supergirl et tout ça. Déjà, de base, ils pourront pas l'envoyer au feu. Mais ça risque de les échauder quand même, tu vois. Peut-être, mais ils ont Codagnino, ils ont Mangold, t'inquiète, on est à l'abri du besoin. Et il suffira, en fait, que Peacemaker saison 2 fasse de très bons chiffres et que, à côté, Matt Reeves dit c'est bon, Punk en saison 2, c'est validé. Mais franchement, le seul risque, ce serait effectivement qu'il fasse pas les chiffres dont il a besoin. Ce serait un risque parce que du coup, peut-être qu'il mettrait un mec au-dessus de James Gunn en mode bon, Coco, là, pour l'instant, non. Donc là, tu vas quand même, et lui, il saura ce que ça veut dire. Ouais. Parce que lui, il pourra deviner la fin des phrases, contrairement à vous. Mais c'est le seul risque. À mon avis, par contre, Superman ne peut pas se planter. C'est pas possible. Enfin, c'est un nouveau Superman, un nouvel. On est franchement, je suis désolé de te dire que ça n'a rien à voir. Mais The Marvel, c'était la suite d'un film à 1 milliard et il s'est ramassé comme Joker. Mais c'est pas pareil. Joker, c'est la suite d'un film à 1 milliard sur un personnage ultra populaire et il se viande, quoi, vraiment, de la façon la plus violente qui puisse être. Donc, en réalité, vraiment, il y a quand même un truc qu'on a appris de ces 10 dernières années, c'est que s'il y a des énormes flops qui peuvent arriver, Fury Road qui est, non, tu vois, qui se plante ça n'a rien à voir. Non, mais tu vois l'idée générale. T'es jamais à l'abri d'un gadin. Vraiment pas, quoi. Gadin. Oui, d'un gadin. Non, mais peut-être. Mais je prends le pari que Superman ne se plantera pas. Mais après, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de me dire que si ces deux films se plantent, c'est vraiment juste en termes d'intérêt pour les comics de super-héros. On a déjà vu qu'il y avait quand même un peu de difficultés. Non, ça n'a rien à voir. Pour moi, s'ils se plantent, ce sera un échec marketing. Et c'est là, justement. Je pense que ça va être aussi un échec pour nous en tant qu'intéresseurs de la culture comics. Vraiment, je pense que ça va faire du mal à beaucoup de monde, quoi. Je suis pas d'accord. Mais tant mieux. Creature Commandos, Harley Quinn, Peacemaker, et même certaines séries Marvel. Oui, mais c'est plus niche que ces films de cinéma, quand même. Existe, ça voudrait peut-être juste qu'il faudra ajuster un peu le curseur, mais dans la vraie vie, non, enfin, mec, attends. Alors disons. Superman, il marchait au cinéma avant que toi et moi on naisse, et il marchera encore demain. C'est pour un autre public. C'est peut-être pas vrai, tu sais pas quand je suis né. 90. Oh, il le sait. 5 janvier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, non, alors plutôt que c'est le 5, ouais. C'est dans 3 jours. Arnaud, bon anniversaire. Merci. Dis-le dans les commentaires. C'est plus que c'est plus que j'ai l'espoir que si ces films marchent vraiment bien, que ça réintéresse, voilà. Oui. Peut-être que l'échec ne va pas forcément désintéresser les gens, puisque ceux qui sont. Et en plus, t'inquiète qu'il y aura, de façon, un Barbenheimer naturel entre Superman et 4 Fantastiques, en mode genre, putain, c'est quand même les deux trucs fondateurs des deux plus grandes maisons d'édition. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut mais c'est pour ça que je leur fais vraiment confiance pour créer ce momentum, en fait. Oui, bah, j'espère aussi. Mais à mon sens, par contre, je te dis, là, justement, ce qui pourrait se passer, c'est que s'il marche pas comme il devrait, là, Zaslav disent, lieutenant numéro 26, allez, mettre un peu une table dans le dos du fou dangereux. Après, ils sont tous les deux, lui et Peter, ils sont quand même aux commandes du truc, quoi. À part Zaslav, il y a personne, donc il y a pas trop d'intermédiaires à aller chercher, je pense, hein, en vrai. Non, mais on sait que par exemple, Feige, il avait peut-être eu du mal avec Chapek à un moment donné quand il disait, ouais, crache-moi de la série Disney Plus et compagnie, tu vois. Et que c'est là que ça s'est, franchement, moi, je te dis, je pense que là, on s'inquiète pour rien parce que le premier trailer était pas aussi réussi qu'il aurait dû.
Mais je suis pas inquiet du tout. On fera au moins 500 millions, le film il sera remboursé, et après, entre guillemets, the sky is the limit. Ok. Alors... Mais du coup, attends, parce que là, on va pas se passer encore là-dessus. Fantastic Four. Yes. Chaud? Je suis plutôt chaud en vrai. Hein. En vrai, j'ai envie d'y croire parce que j'ai vraiment envie de croire que l'électrochoc Ant-Man 3, The Marvels et tout ça là, enfin, je pense vraiment que ces échecs ont fait office d'électrochoc chez eux, qu'ils ont vraiment compris qu'ils pouvaient plus se permettre d'avancer sans avec leur pipeline de production complètement intenable. Ouais. Et que vraiment, j'espère que Fantastic Four, ça marque vraiment une façon de faire. Mais en plus, tu sais, j'ai pas envie de dire renouveau parce que ça fait tellement genre juste normal en fait, juste avec un vrai contrôle qualité en fait sur simplement sur ce qu'il produit. Et d'ailleurs c'est ce que fait Gunn en fait. Il dit on n'envoie pas un film en prod tant qu'on n'a pas un vrai script. Et en fait c'est ubuesque parce qu'en fait ça devrait être la base en fait. Il y a zéro studio qui se respecte, qui devrait envoyer un film en production sans avoir un vrai script. Et en plus on sait ce qui se passe sur certains films avec des réécritures constantes tous les jours et tout ça. Suicide Squad, ouais, pas. Le premier, Suicide Squad. Oui, le premier, sans script, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, si Marvel Studios commence à réfléchir comme ça, et je dis commence et avec toute la nuance, parce qu'ils ont déjà des films calés sur 2026, 27 et 28, donc il y a quand même des choses qui vont rester les mêmes avec ces mécaniques, mais si au moins ils essaient quand même d'avoir un meilleur contrôle qualité, oui. Alors j'ai envie de croire que Fantastic Four, avec libéré des contraintes de la Terre 616 parce que c'est dans un univers parallèle, avec des vrais décors aussi. Avec Matt Shakman à la mise en scène aussi, c'est l'un des prodiges de cette école-là qui s'est révélé sur les séries D+, avec Waldron. Ouais, mais il a pas, enfin, c'est qui tout double, quoi, tu vois. C'est aussi quelqu'un qui a peut-être pas de grandes idées et qui, comme plein d'autres, sera secondé par les équipes, je sais plus qui écrit le script de ce film, mais c'est compliqué quand t'es un peu créatif de pas voir le potentiel de faire les FF sur la Terre des années 60, sur la Terre Kirby, avec tous les concepts graphiques qui ont été posés par Kirby, avec Galactus, avec une Silver Surfer, une Silver Surfeuse, une surfeuse d'argent, tiens, j'aime bien ça. Ouais, c'est bien ça. Une surfeuse d'argent, avec The Thing et tout. Enfin, non, à mon avis, ce sera au moins gaulerie. Ce sera au moins vraiment un truc qui ressemble pas à un autre Marvel Studio. Et je pense que Feige, en fait, à un moment donné, il est pas fou non plus. Feige, c'est aussi un commercial, en fait. C'est-à-dire que t'es un commercial, tu vends un produit. Tant que le produit, il vend, pas de raison de se remettre en question. Le problème, c'est que là, le commercial, il a pris du plomb dans la gueule. Il a fait Ant-Man, ça n'a pas marché. The Marvels, ça n'a pas marché. Secret Invasion, Et après, il a vu le montage de Daredevil, il a dit, ok. Là, on va dans le mur. Et là, à côté, il a Blade, où en fait, clairement, ils ont envoyé la production en route, alors que personne n'était content du travail qui avait été réalisé. Ni le réal, ni l'acteur, ni a priori la production. Et en fait, ils sont obligés maintenant de se réadapter. Pour les Fantastic Four, c'est tellement en fait la première rampe de lancement vers Doomsday, vers Secret Wars et vers le nouvel avenir de Marvel Studios, que un peu comme justement quand Warner Bros s'était dit bon, on va laisser James Gunn travailler parce que là clairement on n'y arrive plus, et il nous pond The Suicide Squad qui a une gueule différente, qui a un ton différent. Alors Matt Shakman, il a pas le parcours de James Gunn, mais c'est un grand réal de série télé, il a fait beaucoup de trucs et tout, c'est pas un débile. Le thème de Giacchino, pareil, il t'envoie quand même une note d'intention, tu vois, le côté rétro, choral, le teaser qu'ils avaient balancé à la D23, où ils jouent vachement sur l'esthétique rétro, le titre, qui ressemble beaucoup au titre des Indestructibles, et pareil, je pense que ce sera une de leurs matrices d'observation. Tu te dis comment tu fais un bon film DFF parce que ça a jamais été fait. Mais si, ça a déjà été fait. Tu te demandes à Pixar comment ils sont arrivés, et en plus Pixar c'est de chez eux, tu vois. Je pense qu'ils ont toutes les raisons du monde de faire un bon film cette fois-ci. Le seul truc qui moi me freine, c'est que le casting du coup prend très peu de risques, surtout Pedro Pascal qui s'est même pas rasé la gueule pour au moins il se serait fait la barbe, tu vois, comme le Reed barbu de James Robinson, tu vois, mais non. Mais à part ça, voilà. Et ben on l'a vu d'ailleurs sur le plateau de tournage avec son pyjama, etc. C'est vraiment rétro, c'est vraiment assumé. Moi je pense que c'est l'été où en fait les super-héros, comme tu dis, c'est qui tout double, mais je pense que c'est aussi le côté Hollywood a compris qu'en fait tu peux pas les vendre comme les Transformers. Il faut quand même qu'il y ait un boulot artistique qui soit réalisé, sinon les gens ils y vont pas, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont trop mangé. Et Fantastic Four en plus, vu comment ils avaient foiré Fantastic à l'époque de la Fox, avec justement des ingérences de prod qui ont détruit
ce qu'avait essayé de faire Josh Trank. Qui ont tué un réalisateur. Bien sûr, ou même le Fantastic Four 2 de Bidule. Voilà, enfin, je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a atteint la maturité où on peut se dire, ok, bon, il faut laisser un peu les starbés s'exprimer parce que si on fait des films pour le public, nous, on est des producteurs, on ne comprend pas le public. On croit que c'est des vaches à lait. Et un jour, quand les vaches à lait ne donnent plus de lait, bah, t'es obligé de te dire, ok, pourquoi est-ce qu'elles avaient faim de base? Parce qu'il faut leur donner des Sam Raimi, il faut leur donner des Bryan Singer, mauvais exemple, il faut leur donner des films comme ça, qui justement ont un souffle, ont une énergie, ont une vitalité, des Tim Burton. Et c'est des films de starbés en général, tu vois. Donc, on n'aura pas des vrais starbés comme avant. Parce que les starbés d'avant, ils sont partis faire autre chose. Ou alors, ils sont écrasés par le système comme Waititi. Mais on aura par contre des mecs qui auront plus les coups des franches. Et je pense que, après avoir trié, vu ce qui marchait sur WandaVision, vu ce qui marchait sur Loki, je pense qu'on est en bonne position. Donc pour toi, ils ont les cartes en main pour comprendre quand même, voilà, quelles sont les choses à faire. Bah parce que oui. Mais parce qu'il y a eu des réussites et des échecs ces dernières années. Tu regardes ce qui a marché ces dernières années. Bah Loki, ça a plu à tout le monde, et Secret Invasion à personne. Bah du coup, tu dis peut-être qu'il vaut mieux imiter Loki que Secret Invasion, tu vois. Ouais, et du coup, bah pour les FF en plus, c'est plutôt logique. Ouais, bien sûr. Un truc coloré, un truc cœur bien, un truc qui est fort, tu vois. Ouais, très très bien. Bah écoute, ce sera en tout cas décisif, et je crois qu'il n'y a rien d'autre pour le reste de l'année après l'été de mémoire. Il n'y a pas d'autres films Marvel, et il n'y aura pas d'autres films DC, quoi. Donc en vrai, ça fera une deuxième partie d'année, très bien. On pourra se concentrer sur les comics. Écoute, ça c'est pas forcément plus mal. Et après, il y a peut-être des choses qui vont se rajouter entre temps. Faudra voir, mais voilà, il y aura déjà je pense pas. Hein. C'est juste pour laisser. C'est juste pour ça. Voilà, c'est pour ça, c'est une porte ouverte en fonction de ce qui arrivera, de ce qu'on aurait oublié. Mais en tout cas, ça promet quand même une première partie de 2025 fort riche. Il y aura le film Spawn aussi. Ouais, le fameux, ouais. Elle est bonne, une très bonne blague. Mais donc ça laisse quand même une première partie d'année qui sera plutôt riche du côté des écrans. Et qui dit ça, dit forcément aussi tout un tas de podcasts on screen pour accompagner l'ensemble de ces choses. Donc ce qui est sûr, c'est que vous nous retrouverez encore dans vos oreilles. On espère que cet ensemble d'émissions sur nos attentes de 2025 vous a plu. N'hésitez pas à nous dire également de votre côté ce que vous attendez le plus fermement pour 2025. Et en attendant, vous pouvez soutenir le podcast en partageant l'émission sur les réseaux sociaux, en nous soutenant via notre Tipeee et notre Tipeee spécial First Print Awards si vous ne l'avez pas encore fait, et simplement sinon en commentant, en parlant du podcast autour de vous, n'hésitez pas. Et merci surtout de nous avoir écoutés. À très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut!